Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive du département. Elle parlera notamment d'athlétisme avec les Carifta Games à venir. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 10 mars 2023 et on fait un retour sur cette nouvelle mobilisation pour demander justice pour Claude Jean-Pierre. Les manifestants se sont donné rendez-vous devant le tribunal de Basse-Terre pour adresser un message clair et précis au procureur de la République, Xavier Sicot, à savoir non au non-lieu dans cette affaire de violence policière. Regardez. Les gens qui sont présents, ce sont les gens qui sont conscients et qui sont de qualité. Je le dis toujours. Et dans l'affaire Claude Jean-Pierre, nous avons besoin de gens courageux, de gens conscients et de qualité. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, ce matin, ce n'est qu'un début. Il faut que les gens comprennent ça, ce n'est qu'un début. Il n'est pas trop tard pour rallier la cause. Et ce mouvement de défense pour Claude Jean-Pierre, c'est la représentation même de notre droit à la dignité et du respect. Nous n'avons pas besoin d'amour dans ce mouvement-là, nous avons besoin de dignité et de respect. Ça tend forcément à mieux, parce qu'on sait qu'on est fort, nous, en Guadeloupe, donc on peut forcément faire mieux. Aujourd'hui, à une heure quand même où tout le monde travaille, on arrive à mobiliser une cinquantaine de personnes. C'est déjà quelque chose qu'il faut souligner, il faut remercier la population. Et ce soir, surtout, à une heure où tout le monde sera beaucoup plus disponible, donc à partir de 19h, on sait qu'il y aura du monde. On a notre mot à dire. Notre mot, c'est de dire non au non-lieu. Après le chlordécone, après les réparations, aujourd'hui, on autorise des gens justiciers, des représentants français dans ce pays, de tuer, d'exterminer, d'assassiner des Guadeloupéens. Nous disons à ce monsieur Sicot, si je ne me trompe, à ce procureur qu'il s'est trompé. On va continuer, là c'est une première action. Donc on a montré qu'on est là, tout simplement. On continue cet après-midi et ce soir toujours à Basse-Terre avec le meeting, avec les différentes organisations, avec la population qui est toujours à nos côtés. Et puis petit à petit, ça va commencer. On reviendra sûrement encore lundi au tribunal. Donc on va demander des entretiens, on va demander à être reçu par le procureur, puisqu'on se pose des questions et on a besoin de réponses. Donc tant qu'il faudra, on reviendra. Justement, on n'a aucune date. Le juge n'est pas soumis à des délais précis. Il a en moyenne 3 mois pour répondre, mais on a bien vu dans notre affaire que les délais ne sont jamais respectés. Donc le but de notre mobilisation aujourd'hui, c'est aussi de maintenir la pression populaire de façon à ce que les réponses soient apportées le plus rapidement possible. J'ai envie de dire un mot qui est très guadeloupéen, là, il est bon, il est sec. Et notez que le procureur Xavier Sicot a refusé de recevoir une délégation de la famille de Claude Jean-Pierre en précisant que les manifestations finalement ne serviront à rien. Et Guadeloupe, terre de déni de justice et de non-lieu. C'est pourquoi la municipalité lamantinoise vote une motion pour demander à l'État de reconnaître sa responsabilité dans la contamination de nos populations au chlordécone. Pour Jocelyn Sapoti, l'État se doit d'accompagner les personnes empoisonnées et financer la dépollution des fioles à minima. Ça, ce sera un début. Regardez. La mairie de Lamentin, le conseil municipal de Lamentin a voté une motion aujourd'hui dans le cadre du non-lieu qu'il y a eu dans l'affaire du chlordécone pour demander à l'État une mesure législative qui reconnaît la responsabilité de l'État et qui reconnaît l'obligation pour l'État d'accompagner les personnes qui sont dépistées positives au chlordécone, d'accompagner la population guadeloupéenne pour la dépollution des terres, de financer au niveau nécessaire la recherche pour déchlordéconer la Guadeloupe. Et puis nous allons inscrire dans notre DICRIM, qui est un document obligatoire qui reconnaît les risques et les risques naturels qui existent sur les territoires. Donc les maires pourront inscrire dans le DICRIM le risque que représente le chlordécone pour la santé de leur population sur leur territoire. Donc il s'agit pour nous effectivement de
sortir de cette démarche qui a été menée par les associations sur le plan judiciaire, en sachant que cette démarche peut être continuée sur le plan judiciaire, mais d'entrer dans une démarche purement politique. Et parce que nous disons, oui, il y a une responsabilité politique, il y a un principe, c'est de la responsabilité de l'État. L'État a obligation, et ça c'est reconnu dans la Constitution, de protéger sa population et en matière de santé, d'accompagner, de protéger sa population. Il y a la continuité, quel que soit le gouvernement, de pouvoir mettre ça en place. Donc légiférer, pour nous c'est important. Ça a été fait en France métropolitaine quand il y a eu des pollutions, quand il y a eu des problèmes liés à l'amiante, etc. sur les territoires. On ne voit pas pourquoi l'État ne peut pas légiférer dans ce domaine-là pour pouvoir inscrire sa responsabilité au niveau de la loi. Voter la loi, c'est permettre effectivement que ce niveau de responsabilité, de reconnaissance de la responsabilité et de financement, je pourrais dire, des actions pour déclorer la Guadeloupe soit pérenne dans le temps. Parce que si la loi le reconnaît, l'État est obligé de le faire, et si l'État ne le fait pas, n'importe quel citoyen, n'importe quel tiers pourrait effectivement demander et obliger à la loi devant les instances judiciaires de pouvoir le faire. Et pendant une semaine, des élèves venus de Tchécoslovaquie découvrent la culture de la banane. De nouvelles générations qui implanteront peut-être ces herbes géantes dans leur pays ou viendront carrément travailler ici. Regardez. La banane, c'est une herbe géante. Banane maxi rostlina. Elle est composée de 85-90% d'eau et le reste, c'est des fibres. C'est avec un grand plaisir que je les ai accueillis ici. Et ce sont des élèves, c'est des enfants. C'est la transmission de demain, c'est l'avenir. En fait, aujourd'hui, on peut beaucoup bouger, donc du coup, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont finalement terminer leur travail dans le futur. Ils sont là pour une semaine de découverte, une semaine où je suis là pour leur faire voir ce que nous faisons ici et leur transmettre mes savoir-faire. J'ai vu depuis le début de la plantation jusqu'au le moment que le banane parte dans le commerce. Pour moi, c'est très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Jusque-là, on a découvert la plantation de canne à sucre, ce qui est très exotique pour nous également, et aussi la plantation des patates douces que nous n'avons pas non plus en République tchèque. C'est quelque chose qui est très nouveau et je pense que ce programme c'est vraiment génial parce que les jeunes ils découvrent des choses qu'ils ne pourraient jamais découvrir sans ces programmes et aller aussi loin de République tchèque. Oui, c'est très important parce que c'est notre première expérience si loin. Pour le moment, on est allé juste en Europe. C'était nécessaire qu'ils puissent comprendre déjà comment ils travaillaient la banane et pourquoi on le fait et aussi comment on procède pour que cette banane se retrouve chez le consommateur arrivé en métropole ou en Europe, tout simplement. Et voilà plusieurs semaines que des échouages massifs de sargasses ont lieu. La plage de Galba à Sainte-Anne est particulièrement touchée et 1 500 000 € sont nécessaires pour le nettoyage de cette dernière pour la période justement des échouages qui durent à peu près 9 mois. Des dépenses que la municipalité ne peut pas tenir. Elle doit faire donc appel au service de l'État. Regardez. Je suis aujourd'hui à Sainte-Anne parce que en fait, depuis quelques jours, surtout hier et avant-hier, on a connu, mais pas simplement à Sainte-Anne, mais sur beaucoup de communes de la Guadeloupe, des arravages, des échouages massifs de sargasses. Voilà, donc moi j'étais ce matin pour faire le point avec la commune. Alors on est venu sur Sainte-Anne, mais encore une fois, il n'y a pas que Sainte-Anne qui est touchée pour faire un point à la fois sur les opérations de collecte et sur les opérations de ramassage. C'est important pour nous cette visite parce que nous sommes impactés sérieusement. Nous avons effectivement sur notre plage, la belle plage de Sainte-Anne qui est sérieusement impactée, mais nous avons le Grand Galba où nous sommes, et par rapport aux pêcheurs, par rapport aux riverains, qui vraiment causent des soucis par rapport à, je dirais, à cette émanation. Donc par conséquent, le préfet, on l'a sensibilisé pour sa première visite sur la ville de Sainte-Anne, on l'a sensibilisé pour qu'il puisse constater et voir comment nous pouvons avancer et apporter, si vous voulez, des aides pour cela.
Parce que je précise qu'une prestation que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est 250 000 euros. Et sur l'année, d'après ce que j'ai compris, toute l'année, nous aurons à peu près, pendant 9 mois encore, donc nous aurons encore des prestations à faire. Donc ça, c'est un budget qui est très coûteux sur le budget de la ville de Sainte-Anne, je précise, qui est pratiquement 2,5 millions. Sur le propre budget de la commune de Sainte-Anne, nous on peut utiliser ce budget-là pour faire autre chose. Voyez. Donc par conséquent, nous essayons de faire des propositions pour que nous puissions avancer dans le bon sens. Ce soir, on fera un point de coordination avec l'ensemble des maires. Bon, l'essentiel, c'est que chacun, entre les différents acteurs, entre l'État, la région, le département et les communes, voilà, on puisse bien coordonner nos efforts pour effectivement que la collecte et le ramassage se fassent le plus rapidement possible et qu'on mobilise tous nos moyens disponibles. Des sargasses qui ont d'ores et déjà envahi le port de la Désirade, les plages de Bas-du-Fort au Gosier. On en trouve énormément sur le littoral de Capesterre-Belle-Eau et celui de Petit-Bourg. Mais elles touchent effectivement maintenant des lieux qui n'étaient pas impactés jusque-là, comme le littoral de Port-Louis ou le bourg de Des-Haies. Comme je vous le disais il y a quelques jours, les échouages précoces n'inaugurent rien de bon. Et afin de canaliser l'énergie débordante des enfants, la préfecture met en place des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, comme c'est le cas à Gourbert. Regardez. Vraiment une technique qui leur permet vraiment de se canaliser, de pouvoir communiquer de façon bienveillante, de pouvoir aussi exprimer leurs émotions. C'est vraiment aussi une façon de pouvoir gérer leur stress et de pouvoir aussi mieux se connaître. Exercice pratique sur le comportement de nos enfants, très en amont, pour aussi les canaliser, pas forcément leur violence, mais leur énergie, grande énergie, et qui s'insèrent aussi dans la société et à commencer à l'école, la tolérance entre les enfants, savoir s'écouter. Donc c'est de la pédagogie qu'on fait entre la préfecture, l'association, la mairie de Gourbert. Voilà, donc c'est plusieurs partenaires qui sont sensibilisés sur les débordements dans le milieu scolaire. Ça permet bien sûr aux élèves d'avoir un rapport à soi, mais également un rapport aux autres. Et on espère qu'ils prendront bien sûr connaissance de tous ces usages qui doivent permettre la vie en société et faire, tant que faire se peut, bien sûr, diminuer la délinquance. Ce sont aussi des ateliers qu'on met en place aussi lors des cafés-débats, lors des rencontres parents-professeurs. Ça permet aussi de faire découvrir ces techniques aux parents pour qu'ils puissent aussi accompagner les enfants dans cette démarche. Plus tôt on commence, mieux c'est. C'est une période où on a l'habitude de dire que les enfants sont de véritables éponges. Elles ont des émotions, elles font sienne ce qui peut leur être dit et enseigné par les adultes. Donc c'est vraiment une période privilégiée pour enseigner et puis pour donner le rapport à l'autre. Il est important, dès le départ aussi, que tous les acteurs du monde scolaire soient sensibilisés et aussi des partenaires extérieurs. Donc c'est l'objectif aujourd'hui. Surtout, il ne faut pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau, mais pérenniser ce type d'activité. Ça soit inscrit dans leur programmation scolaire sur toute l'année, je dirais même surtout le cursus scolaire. Donc voilà, dans cette logique, qu'on s'inscrit dans le temps. Voilà. Il faut absolument associer les parents. Ils doivent être à l'écoute de leur enfant. Ils doivent en être responsables. Et dès l'instant où il y a des dérives de l'enfant, le premier intervenant doit être ou le papa ou la maman. Et pour aider ses élèves à bien préparer les épreuves du baccalauréat, Madame Rosie Wyatt-Stapleton leur propose des séances de crossfit. Bien qu'elle ne soit pas prof de sport mais d'espagnol, elle met en avant les bienfaits d'une pratique physique pour bien gérer son stress. Regardez. En fait, aujourd'hui, on est à Fitness Park parce que notre professeure principale, Madame Wyatt, elle a eu l'idée de nous faire une séance de crossfit et de relaxation pour nous permettre de nous préparer au stress des examens. C'est vrai qu'avec le contrôle continu, même si c'est pas comme l'ancien bac, le stress, il est quand même, il est continu en fait, parce qu'on a en même temps à gérer les évaluations du tronc commun, mais on a aussi à gérer les révisions pour le bac, qui est dans 10 jours. Donc vraiment, c'était une séance qui nous a permis de relâcher le stress, de nous apprendre à le gérer et de tout évacuer avant de bien rentrer dans les révisions, les dernières révisions. Il y a un constat qui a été fait, c'est que les élèves arrivés aux échéances des épreuves du bac
notamment ceux de terminale, puisque l'enjeu est important, souvent craquent. Ils craquent face au stress, sous la pression. Et c'est très particulier parce que souvent ce sont de bons élèves qui sous la pression et l'anxiété, cèdent à cette angoisse-là. Et on s'est rendu compte que le sport, justement, était un excellent remède pour permettre d'évacuer cette adrénaline, évacuer cette angoisse, ce stress, et permettre justement de créer de la cohésion, de l'entraide. Comme je dis souvent, au lycée, on passe un examen, ça n'est pas un concours. Donc on doit s'entraider, on doit travailler ensemble et créer cet esprit d'équipe. Et donc c'était l'idée avec Fitness Park qui a gentiment offert cette séance au lycée. Et voilà, pour leur permettre de justement se dépenser, mais aussi se détendre, faire un travail sur la respiration, sur vraiment l'évacuation du stress. C'était l'idée. Pour mon bac, j'ai des grandes... J'espère beaucoup parce qu'au bac blanc, j'ai eu d'assez bonnes notes. J'ai la spécialité anglais monde contemporain où j'ai eu 19,5 sur 20 et la spécialité sciences économiques et sociales où j'ai eu 17. Donc j'espère récupérer un petit peu plus de points, peut-être le 20 quoi. Et on enchaîne avec du sport pour les méninges et le quart d'heure de lecture à l'école de Grand Camp 2. La lecture est une grande cause nationale et il est important que les enfants, dans le cadre de leur scolarité, apprennent bien sûr à lire, apprennent à lire eux-mêmes, à lire des histoires à d'autres ou à écouter aussi des histoires qu'on leur lit. C'est-à-dire qu'on fait travailler ici, bien sûr, la compétence lecture, la capacité aussi, ce qu'on appelle l'affluence, donc la capacité à lire rapidement un ensemble de mots, et puis la question de la compréhension orale. Donc ce sont différentes compétences qui sont travaillées pour les enfants. Puis je dois dire, même au-delà de cet aspect-là, la lecture, et je crois qu'on le sait tous, lorsqu'on apprécie la lecture, c'est travailler autour de l'imaginaire aussi, mais aussi de la créativité, puisque apprendre à lire, c'est aussi d'une certaine manière s'engager dans un processus d'écriture et de compréhension écrite et orale. J'ai emmené La femme cannibale de Maryse Condé, parce qu'évidemment c'est aussi me mettre dans la culture créole, et c'est une très belle introduction aussi à la culture créole. Donc c'est un livre que je lis au fur et à mesure et qui est vraiment d'abord très bien écrit et qui nous emmène avec lui. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir le lire. Je lis beaucoup en fait dans mes fonctions, mais le plaisir c'est de pouvoir aussi lire des romans et donc de sortir un peu d'un cadre peut-être un peu administratif et de pilotage, et pour là aussi être dans le domaine de l'imaginaire, du rêve et puis du suspense aussi, parce qu'il y a différents types de lecture. Donc c'est toujours un moment de plaisir. Tous les établissements scolaires sont appelés à le faire aujourd'hui à 10h, de même que les personnels du rectorat, parce qu'on cherche aussi à ce que chacun s'engage et se rende compte du plaisir qu'il y a aussi à pouvoir prendre un temps de lecture. C'est prendre un petit peu de recul, c'est aussi se reconcentrer sur d'autres choses et se rendre compte encore une fois du plaisir que cela génère. Tous les établissements scolaires aussi le font. Alors cette école, puisque nous sommes ici à Grand Camp 2, le fait tous les jours, normalement l'après-midi, donc exceptionnellement ils le font le matin parce que ce côté un petit peu symbolique de le faire ensemble, mais normalement ils le font effectivement tous les jours. Et ce sont vraiment des moments qui permettent aussi d'apporter du calme dans la classe. C'est une manière de se recentrer sur soi-même, donc c'est aussi très utile pour le climat scolaire. Et on souhaite force et courage à Jailani Ramaï, qui représentera la Guadeloupe à l'élection de Miss Monde en novembre prochain à Dubaï. Une première élection internationale pour cette Moulienne de 18 ans. Et en parlant de force et courage, d'ailleurs, notez que France Télévisions devrait lancer une procédure de licenciement à l'encontre de Gilbert-Édouard Pincemaille. Ce dernier, impliqué dans l'affaire du financement illégal de la campagne d'Harry Chalus en 2015, est dans le collimateur de la direction du groupe, tout comme la chargée outre-mer Wallace Cotra. On reproche à cette dernière de n'avoir pris aucune mesure disciplinaire à l'encontre du journaliste dont le domicile a été récemment perquisitionné. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. Bon week-end à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info, vous retrouverez Séverine Méridan et Richard Etienne pour Sport 10. Ils parleront notamment d'athlétisme et des Carifta Games. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Rulé Steve, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Géna Gior, bonsoir et bisous à Magui Delaney, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, à Yvonne Dacour. Bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à toute la team des infos finalement. Bonsoir à Marcelin Comment, à Viviane Coton. Bonsoir à qui d'autre avant de se quitter. Et bonsoir à Absalon Hugues Théodore. Et ce sera tout pour ce soir. J'ai ouvert l'application un petit peu tard, désolé. En tout cas, merci de nous suivre et pour votre assiduité. On se retrouve lundi pour plus d'infos.